Sur cette chaîne, je cherche à faire se rencontrer l'analyse de films, l'anthropologie et l'expérimentation visuelle pour inspirer des approches artistiques inédites susceptibles de changer notre façon de voir le monde. Quelques films se sont essayés à montrer les visions de chamans dans différentes cultures, ce qui est un bon point de départ pour commencer à répondre à cette question: comment filme-t-on une vision chamanique ? C'est a priori une expérience très intime et subjective, presque invisible à capter. Le chamanisme est dans bien des peuples une façon traditionnelle de soigner. Lorsqu'elles se produisent, les visions des patients ou du thérapeute doivent contribuer à apporter une forme de guérison ou de soulagement. 5 films en particulier se sont intéressés à la vocation thérapeutique des visions. Dans cette vidéo, je chercherai donc à comprendre comment ces choix techniques pour mettre en scène des visions peuvent faire passer le cinéma de statut de spectacle à celui d'une expérience introspective et transformative. Pour Ras Degan, le réalisateur du documentaire The Last Shaman, la quête de Freeman, jeune homme déprimé, passe par un long prologue sur différentes tentatives médicales, jusqu'à son voyage à Iquitos au Pérou, à la recherche d'une initiation à l'ayahuasca, une plante hallucinogène. You hate yourself. And you hate yourself for hating so much. Pour illustrer les visions de Freeman, le réalisateur choisit d'utiliser des fragments de bâtiments, lieux, personnes, qui évoquent des souvenirs. Se superposent la fumée de la cérémonie et des filtres de couleurs donnant à la séquence une ambiance onirique. On n'est pas très loin de ce qu'on imaginerait être une psychanalyse accélérée, avec des réminiscences sous forme de flashback. L'utilisation de photos ou de vieilles bandes vidéo renforce l'immersion dans l'enfance. La mise en scène suggère qu'aller mieux, ce serait faire la paix avec son passé. I saw moments in my life as if there was just some mirror, things I had completely forgotten about. Everything I've gone through has left an imprint somewhere inside of me. Cette approche psychologique des visions est tentante, car on associe spontanément le chamanisme à une sorte de thérapie de l'esprit, et cela nous ramène à une expérience forcément subjective et difficilement communicable. Pour autant, ce n'est pas la seule possibilité. Dans Un monde plus grand, Corinne est sur un chemin a priori similaire. Elle doit guérir d'un deuil. Elle apprend finalement qu'elle doit elle-même devenir chamane pour ne pas succomber à sa souffrance. Son initiation l'amène à apprendre la langue et les coutumes d'un peuple qui lui était jusqu'alors complètement étranger. Après le passage d'un couloir nimbé de lumière, ce n'est pas étonnant alors si la réalisatrice Fabienne Berthaud nous montre sa transe dans un mélange d'images de son voyage et des symboles des éleveurs mongols. La réalisatrice choisit de faire trembler ces images pour rappeler l'état de tremblement du corps durant la transe. Ce choix, ainsi que celui de désaturer les couleurs, tout comme le montage extrêmement rapide, reste une mise en scène des souvenirs plus ou moins sublimés par des motifs de la culture dans laquelle on est immergé, comme dans The Last Shaman. Ces images sont frappantes et nous mettent dans un état de tension. C'est bien la scène suivante qui va permettre à Corinne de relâcher cette tension et donc d'être réellement thérapeutique. Corinne plonge dans une rivière, peut-être dans un élan pour mourir, mais aperçoit son amoureux décédé. Le fait que la scène ne soit pas filmée en subjectif est un choix important, car cela permet d'être sur la relation des deux personnes, leur réaction émotionnelle et pas seulement une apparition sous forme de flash dans l'inconscient. Les reflets irisés sur les corps, les cheveux en suspension, la couleur bleutée, tout contribue à mettre la scène dans un entre-deux qui évoque bien plus que la transe juste avant, le passage d'un monde à l'autre. Corinne est arrivée au bout du voyage que voulait nous montrer la réalisatrice. Elle ressort apaisée, transformée. En termes d'énergie du montage, les deux scènes ne peuvent pas fonctionner séparément. La tension de la première amène au relâchement de la seconde. L'oscillation de ces deux rythmes, épileptiques puis contemplatifs, produit une sensation d'apaisement. Ce qui a été mis en désordre est désormais agencé sous un nouvel ordre. Icaros, A Vision, est un film qui met en scène un double chemin de guérison au croisement de l'art contemporain occidental et des motifs de la culture Shipibo dans l'Amazonie péruvienne. Au centre de l'histoire, une femme argentine malade d'un cancer et un apprenti chaman qui perd peu à peu sa vue. Les premières visions de la protagoniste sont des imageries médicales montrant l'avancée d'une tumeur du sein. Le
Ce film a été co-réalisé par Matteo Norzi et Leonor Caraballo, cette dernière étant décédée du même cancer. Le mélange entre la vie et l'art va jusqu'à utiliser certaines de ses œuvres co-réalisées avec son compagnon, lui-même co-scénariste du film. Dans une très belle scène, les visions des différentes personnes sous ayahuasca apparaissent sur différents moniteurs. Le chaman semble à la fois surveiller une installation digne d'un musée et en même temps être directement et simplement connecté avec les rêveurs, comme s'il était branché sur leur inconscient. Les créateurs du film ont été très marqués par la culture Shipibo au Pérou et utilisent les motifs arborescents pour tisser les liens entre les personnages. Il s'agit moins d'une guérison que d'une acceptation de la mort pour la jeune femme. Contrairement à un monde plus grand, le relâchement de la tension ne vient pas d'une oscillation entre plusieurs rythmes au montage, mais de la porosité entre ce qui serait filmé objectivement par une caméra et la vision chamanique. Il est maintenant impossible de distinguer ce qui relève ou non de l'hallucination. Ian Kounen, en réalisant Blueberry l'expérience secrète, est encore très marqué par ses propres expériences sous ayahuasca. Lui aussi a cheminé avec les plantes et les chants Shipibo au Pérou, dont on retrouve ici les costumes transposés dans un western. Kounen a raconté son expérience de l'ayahuasca dans son documentaire D'autres mondes, qu'on a évoqué dans l'épisode Enquête d'images sur les visions nocturnes. Les visions sont trop fortes. Je tente en me convulsant d'échapper à toute pensée. Dans la fiction Blueberry, Kounen met en scène 3 fois des visions, dont la plus marquante est sans doute la dernière. Il s'agira, comme dans les autres films discutés ici, d'une expérience cathartique destinée à guérir d'un trauma. Cependant, les souvenirs convoqués et la révélation sur le passé de Blueberry ne prennent que très peu de place dans le montage. L'essentiel de la vision est une métamorphose kaléidoscopique, nous faisant traverser différents niveaux de réalité, toutes enchâssées les unes dans les autres. Le passage d'une scène figurative à une immersion totalement abstraite se fait progressivement par différentes vagues, différents paliers de visuels. D'abord en transparence avec les acteurs et le décor, puis de plus en plus opaque et indépendant. Cette vision rappelle l'art fractal généré par ordinateur à partir d'algorithmes de plus en plus améliorés. Pour une fois, les effets spéciaux numériques ont plutôt bien vieilli, grâce à des compositions répétitives qui hypnotisent. En oscillant entre l'abstraction et le symbolisme, Kounen utilise la 3D pour convoquer une autre dimension, plutôt que pour essayer de reproduire le réel. L'effet marche toujours après 16 années, contrairement à des incrustations numériques qui se veulent réalistes dans d'autres films beaucoup plus récents. Métamorphose, enchevêtrement et répétition de motifs abstraits et de créatures protéiformes, tout cela crée un effet de submersion. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on avait vu dans l'épisode Enquête d'images sur la préhistoire. Avec la répétition, le nombre et la superposition, les images créent un effet de submersion. On est envahi par la sensation esthétique, débordé comme si face à l'indénombrable, notre raisonnement saturé. Autre film, autre approche, dans L'étreinte du serpent de Ciao Guerra, le chemin de soin est triple. Le film s'intéresse à 2 anthropologues venant à 30 ans d'écart, à chaque fois guidés par le même chaman. Dans le passé le plus lointain, l'anthropologue devient vite malade et le chaman accepte de l'emmener jusqu'à une plante sacrée capable de le sauver. Dans un passé moins lointain, on retrouve le même chaman, vieilli, déprimé et amnésique. Le second anthropologue qui l'accompagne alors est à la recherche lui aussi d'une plante, mais pour des raisons plus mercantiles. Ces chemins se croisent et la cérémonie qui a finalement lieu en vient à soigner à la fois l'anthropologue de son désir d'enrichissement et reconnecte le chaman avec l'histoire de son peuple. C'est tout le film qui semble alors avoir été un rituel ou le chant sacré destiné à nous préparer à cette vision. C'est là le 3e chemin de guérison permis par le langage du cinéma lui-même pour le spectateur. Pouvoir purger 500 ans de colonialisme et d'entêtement à l'exploitation capitaliste. L'aspect psychédélique, de forme abstraite et vivante en couleurs, dans un film jusqu'ici en noir et blanc, agit comme un choc révélateur. On peut y voir l'infiniment grand des galaxies en spirale comme l'infiniment petit des cellules et molécules de notre corps. Ce sont des échelles de changement vertigineuses et invisibles, bien que réelles. Ce choc esthétique du passage du noir et blanc à la couleur, du figuratif à l'abstrait, permet de méditer sur tout ce qu'on a vu et d'attester les changements qui se sont opérés en nous. Ces changements ne viennent pas à la partie rationnelle, verbale, consciente de notre esprit. Dans tous les films que nous avons pu voir, il est difficile de détacher les visions du reste du film, car elles interviennent pour guérir d'un trauma. Utilisée comme telle, la vision est donc condamnée à être subordonnée à la mémoire d'un personnage, donc à servir le récit. Le cinéma est un art de la forme temporelle, et les visions dans les films sont difficilement analysables sans les images qui précèdent et celles qui viennent après, représentant souvent un monde ordinaire avec une histoire et des personnages.
Toutefois, chaque cinéaste qui s'essaye à raconter la vision de l'intérieur découvre des procédés de montage, de rythme, de métamorphose, de symétrie, d'enchevêtrement, de superposition de formes et de couleurs qui font avancer une recherche cinématographique collective. Si on essaye de regarder les séquences de vision pour elles-mêmes, sans rien connaître du reste du film, elles apparaissent quasiment comme des courts-métrages expérimentaux. Ces expérimentations visuelles provoquent des émotions et des associations libres d'idées, ce qui en soi est déjà incroyable. Lorsqu'on regarde ces 5 films dans leur contexte respectif, on s'aperçoit que ce qui les réunit, c'est la volonté de coller des réalités filmiques d'habitude dissociées. Fiction et documentaire, narratif et abstrait, ou symbolique et émotionnel. C'est par le montage et la rencontre de tous ces différents types d'images que de nouvelles idées jaillissent. Du coup, les visions proposées dans les 5 films rendent possible d'imaginer un art moins axé sur la narration et davantage sur l'expérience introspective et transformatrice, en mettant en relation des images que le cinéma classique n'associe d'habitude pas. Ce sont autant d'indices qui attestent de l'intérêt d'une approche non narrative et davantage expérientielle. Mais l'approche des visions chamaniques par le cinéma est complexe, car elle entremêle des considérations historiques, anthropologiques, philosophiques, comme des choix techniques. Car l'intérêt de ces 5 films tient aussi au regard qu'ils posent sur des cultures non occidentales, ce qui implique forcément des personnages pour expliquer cette culture et une histoire. Reste la possibilité d'imaginer un cinéma de vision qui ne chercherait pas dans une autre culture une légitimité à l'expérimentation. Ce cinéma aurait alors vocation à résoudre les tensions propres à la culture que partagent le cinéaste et les spectateurs, plutôt que de devoir faire référence à un autre contexte culturel. Car ces stimulations visuelles et sonores n'agissent pas que sur les personnages de l'histoire, elles nous impactent nous, spectateurs, physiquement et intellectuellement. Comme les personnages de ces 5 films, on ressort des visions transformées de l'intérieur. Ciné-Chamanisme, c'est une chaîne de formats. D'un côté, des vidéos enquêtes d'images comme celle-ci qui analysent l'œuvre de cinéastes et d'artistes visuels. D'un autre côté, des courts-métrages expérimentaux marqués du logo XP pour tenter de mettre en pratique ces réflexions, comme dans le film Le Dernier qui s'en va, à retrouver dès maintenant sur la chaîne. Ciné-Chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir en explorant les propriétés hallucinatoires des techniques du cinéma.